Mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast des histoires inexpliquées et où on aime bien rigoler. Vous êtes en compagnie de Juliette, Salut! Sandy Bonjour! et moi-même. Et aujourd'hui, on va vous parler de 3 nouveaux mystères. Quels sont vos mots-clés aujourd'hui, les filles? Dites-moi. Alors, le mien, c'est Versailles. Oh, ok. Le mien, c'est gang souterrain. J'imagine des tortues ninja. Et moi, mon mot-clé, c'était pomme d'amour. Je propose que aujourd'hui, ce soit Juliette qui commence à nous parler de Versailles. Je m'imagine Ok. un sujet super clinquant. Palais de Versailles, des rois. Non, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais vous raconter un fait étrange qui s'est produit le 10 août 1901 à Versailles. Donc, ce jour-là, il y a 2 Anglaises, Charlotte Mobley, directrice d'un collège féminin à Oxford, et Eleanor Jordan, qui est la seconde dans ses fonctions, qui visitent le château de Versailles en vue de s'instruire et de découvrir l'histoire de France. Et il s'est passé un événement paranormal. Ok. À votre avis? Un fantôme. Attends, c'est où? C'est au château de Versailles? Elles étaient au château de Versailles, elles étaient en train de faire la visite du château. Elles ont filmé un fantôme. Ouais, je dirais elles ont vu un Filmé fantôme. en 1901. Ah merde! Donc je vous remets dans le contexte. Nous sommes en 1901. Au début du XXe siècle. D'accord? Il n'y a pas de smartphone. Donc au départ, la journée se passe sans encombre. Donc elles sont ravies de leur visite, elles ont visité le château et décident de poursuivre du coup dans la deuxième partie de visite qui est la visite du domaine du Trianon. Vous savez, c'est une partie du domaine du parc du château. D'accord. Donc qui regroupe, il y a le hameau de la Reine notamment, le petit et le grand Trianon. Donc la journée est chaude, moite, un peu orageuse, et elles s'égarent à travers les sentiers. Elles finissent par croiser 2 hommes qu'elles prennent pour des jardiniers. Ils tiennent des bêches, mais ils portent de longues vestes vertes et ils sont coiffés de petites tricornes. Donc, elles sont déjà un peu étonnées de leur accoutrement, mais... Des pirates à Versailles! Ils doivent se dire, les Français, ils ont un look quand même. Mais bon, le principal, c'est de demander son chemin, donc elle leur demande et il leur conseille de couper à travers le jardin. Alors qu'elle quittait l'allée, Charlotte se sentit soudain envahie d'une détresse inexplicable et grandissante. Ne voulant pas inquiéter son amie, elle ne lui fit pas part de son ressenti. C'est à noter aussi qu'au cours de leur exploration, en fait, l'une l'autre avait des sensations très étranges et très oppressantes, mais sur le moment, elles ne s'en parlent pas. En poursuivant leur chemin, elles aperçoivent un homme vêtu d'une cape et d'un chapeau, assis près d'un kiosque chinois, les regardant avec une expression insistante et un peu inquiétante. Au premier abord, elles prennent ce pavillon chinois pour le temple de l'amour qui était indiqué sur leur guide de voyage. Jusque-là, rien d'étrange à part effectivement les personnes qu'elles rencontrent un peu inquiétants. Elles continuent de marcher toujours. Et un peu plus loin, Charlotte aperçoit une femme assise sur l'herbe en train de dessiner. Elle porte un chapeau blanc et est vêtue d'une robe légère, assez démodée et peu commune pour l'époque. Puis, un homme aux cheveux bouclés les accoste et les exhorte à poursuivre leur chemin par la droite. Il s'exprime dans un jargon qu'elles ont du mal à comprendre, alors qu'elles comprennent couramment le français. Elles parviennent enfin au petit Trianon et rejoignent d'autres visiteurs. L'expérience s'arrête ici. D'accord. On dirait un voyage initiatique de conte. Oui, ou elles sont... J'ai l'impression que tu décris des nanas qui sont tombées, tu sais, sur un escape game géant. C'est ça. Donc quelques jours plus tard, de retour à Paris, elles discutent de leur étrange visite et des sensations d'angoisse qu'elles ont ressenties à ce moment-là. Elles se disent, il y a vraiment quelque chose d'étrange, on va se mettre chacune dans une pièce et on va chacune écrire nos souvenirs et on va les mettre en commun pour être sûr qu'on n'a pas rêvé, parce que c'est vrai qu'on était angoissés, on n'était pas très très bien, c'était en fin de journée, peut-être qu'on a rêvé. Qu'elles mettent leurs souvenirs sur papier et elles constatent que tout concorde.
Donc elles n'ont pas rêvé ou alors elles ont eu une hallucination commune. Ok. Elles sont persuadées à ce moment-là qu'elles ont été plongées dans le passé et qu'elles ont croisé des fantômes. Ah. Ah oui, avec les vêtements d'une autre époque, le jargon. Voilà. D'accord. Toutes les deux, elles se disent c'était trop bizarre. Donc elles décident de récolter des détails historiques pour prouver leur histoire. Elles retournent d'abord à Versailles plusieurs fois, mais elles ne retrouvent jamais ni le kiosque chinois, ni les sentiers qu'elles ont empruntés. Tout a disparu. Mystérieux. Mhm. Et du coup, elles décident en 1911 de publier un livre qui retrace leur enquête sous 2 pseudonymes. C'est un immense succès en Angleterre et en France, mais la presse ne leur accorde aucun crédit. C'est-à-dire, ils disent que c'est des menteuses? Oui, voilà. Ok. Sauf que l'histoire ressurgit à la fin des années 30 lorsque l'identité des 2 autrices est révélée après leur mort. En découvrant qu'il s'agit de 2 universitaires qui étaient plutôt réputés sur Oxford, on leur accorde tout de suite davantage de crédit et leur récit est alors étudié par de nombreux historiens et même des scientifiques. Ok. Alors, il y a des hypothèses sur ce qui s'est passé. Le trou noir. Pourquoi? Moi, je me pose des questions. Pourquoi elle? Pourquoi... C'est ça qui est bizarre, c'est pourquoi elle. Et après, du coup, j'ai fait un petit peu de recherche, savoir s'il y avait eu d'autres personnes, d'autres témoignages un peu similaires. Ouais. Et alors, il y en a eu quelques-uns plutôt jusque dans les années 50, en fait. Et ensuite, plus rien. Donc, tu as eu d'autres témoignages de gens qui ont vécu des trucs similaires à Versailles. Qui ont eu, apparemment, qui auraient aperçu des silhouettes sur un sentier ou des choses, qui, selon eux, c'était des fantômes du passé. Parce que là, c'est très détaillé ce qu'elles écrivent, les filles. Oui, c'est ça qui est troublant. Les costumes, les couleurs, les coupes de cheveux et tout. Et en plus de ça, justement, dans les années 50, on retrouve un document inédit dans les archives municipales de Versailles, un plan qui date de 1774, où on retrouve ce fameux kiosque chinois Mais non. à l'endroit même où elle le décrivait. Waouh, ça c'est fou par contre. À moins qu'elles aient eu accès aux archives avant. C'est impossible. Ouais. C'est fou. Mais surtout la manière dont c'est amené, tu vois, elle se balade, elle voit le kiosque chinois et tous les personnages. J'ai du mal à imaginer qu'en fait c'est une histoire inventée. Enfin, c'est très naïf la façon dont c'est raconté. Ouais, puis pourquoi elles auraient inventé ça en fait? Mais en plus de ça, elles n'ont jamais révélé leur identité, donc elles voulaient pas spécialement de gloire personnelle et en plus de ça, faut aussi se remettre dans un contexte où là on est quand même sur des jeunes femmes de bonne famille qui n'ont pas normalement dans leur éducation, elles sont plutôt droites et pas forcément amenées à raconter des bobards. Ouais. C'est pas un super argument, ok, mais c'est quand même à prendre en compte le profil des personnes qui... Oui, je suis moins convaincue par ça, parce que les menteurs, il y en a partout, même chez les bien éduqués. Et les universitaires. Et les universitaires. Surtout les universitaires. Maintenant qu'on en parle. Mais c'est fou en tout cas. C'est vraiment fou le détail du kiosque chinois. Ouais, et en fait, du coup, le kiosque, donc il apparaît, donc c'est un plan de 1774, et cette date correspond à la dernière année du règne de Louis XV, qui était atteint de la petite vérole, et à ce moment-là, du coup, il séjourne régulièrement au Petit Trianon avec Madame du Barry. Et donc, on suppose que la jeune femme en robe blanche qui était assise, les deux Anglaises avaient cru au départ que c'était Marie-Antoinette. On pense qu'en réalité, c'était Madame du Barry. Et pareil, les redingotes vertes des jardiniers correspondent bien au costume des serviteurs de Louis XV. Il y a vraiment des détails qui correspondent. Ce qui est étrange, là, elles ont voyagé à travers le temps en voyant ces gens-là, mais en fait, je comprends pas pourquoi c'est pas des gens qui sont décédés sur place ou... Parce que là, c'est des gens qui sont pas forcément décédés sur place, tu vois. C'est des gens qui travaillaient là et qui vivaient là. Faudrait regarder, je sais pas si Louis XV... Les jardiniers, tu disais qu'il y avait quelqu'un aussi qui gérait le kiosque.
Alors du coup, effectivement, ça serait souvent en fait au niveau des spécialistes du paranormal, ils pensent souvent que c'est plus soit une Ah, un truc résiduel? ouais voilà, un Oui. souvenir en fait qui serait resté dans le jardin. C'est beau, par contre. J'aime beaucoup cette idée. Genre Voilà, un- une c'est une pensée fausse, tellement forte, tellement puissante que du coup elle serait restée en place et que elle l'aurait chopée et puis après le souvenir serait parti. Et alors, est-ce que tu as trouvé des témoignages, alors pas forcément sur Versailles, mais d'autres endroits emblématiques comme ça J'ai pas cherché, je Ok. t'avoue. Ouais, je suis restée sur Versailles, j'ai regardé s'il y avait d'autres témoignages sur le lieu, mais effectivement, ça serait à rechercher. Oui, parce que c'est un vrai truc, c'est une vraie piste d'étude du paranormal, ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc, effectivement, d'empreintes résiduelles, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ou voilà. Je connais pas du tout. Mais tu laisses, comme disait Juliette, un souvenir, une énergie à un endroit par lequel tu es passé. Je ne saurais pas bien l'expliquer et je pense que ça mériterait tout un sujet. Hmm. Par exemple, dans les maisons, les gens qui sont dans les maisons hantées, c'est pas forcément des gens qui sont décédés dans la maison hantée. C'est des souvenirs de la maison? Ouais. Ouais, des maisons où il y a eu beaucoup de violence, où il y a eu Mm. des choses un peu affreuses qui se sont passées. Et aujourd'hui, les universitaires, ils continuent de croire ces nanas, ils continuent les recherches, comment ça se passe? Non, dans l'ensemble, il y a effectivement des personnes qui se demandent toujours un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai pas trouvé un engouement incroyable. Je suis pas tombée sur un site internet dédié à ça. Hmm. Contrairement au pont mais- d'Overtown. C'est ça. Par contre, sur le site du château de Versailles, il y a la petite histoire. Ah, Ok. Voilà. Ah, ils l'ont quand même, ils le racontent. Donc ils en parlent quand même. Et il y a aussi eu un opéra qui a été représenté à Versailles il y a quelques années. Et ça s'appelait Les Fantômes de Versailles de John Corigliano. Et elle s'inspire de cette histoire. ok. Pas mal, hein. C'est Donc, très beau et poétique, en tout cas, comme histoire. Ouais. J'aime beaucoup. Je trouve ça hyper chouette. Et en fait, je suis retombée. C'est une histoire qui ressort un petit peu ces derniers temps. Parce que j'ai trouvé plusieurs articles de journaux qui en parlaient. Des émissions de radio, tout ça. Ah oui, Ah Ouais, il y a un ces regard. derniers mois. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup pour Oui. cette histoire de fantôme du passé, là. Merci, Juliette. Est-ce que Loli, tu nous parlerais pas de la pomme d'amour? Alors, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un petit peu étonnant. C'est pas vraiment un mystère, c'est plutôt une petite histoire insolite. En plus, je suis trop contente d'avoir préparé ce sujet. Ça fait plusieurs semaines que je dis « Ah ouais, j'ai un sujet et tout. Je les trouve trop mimes, il est trop bien. » Donc du coup, la petite histoire insolite de la Solanum lycopersicum. Oula, d'accord. Et je pense que je le prononce très mal. Les gros mots. C'est un dès le ami du début. blob, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce que la Solanum lycopersicum? Je vous donne un indice. C'est le nom d'une espèce de plante qui appartient à la famille des Solinacées et qui compte plus de 3000 espèces. Ok. Dans cette famille, on trouve l'aubergine, le poivron et la pomme de terre. Alors, qu'est-ce que c'est, la Solanum lycopersicum? C'est pas. Bah, c'est la pomme d'amour. Oui? C'est les pommiers du Japon? Non. Ah mince. C'est la tomate! Ah Je connaissais pas le nom scientifique. Pour la petite histoire, la tomate a eu de nombreux débats depuis son importation en Europe qui vont bien au-delà de l'éternelle question « C'est un fruit ou un légume ?» J'en peux plus les gens qui... Ça m'énerve. On n'en parle pas assez. Mais oui. Alors, donc, j'en étais où? Ah oui, donc il faut savoir que les tomates ont eu plusieurs noms scientifiques au fil des ans, tels que Solanum lycopersicum et Lycopersicon esculentum. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter, à tout moment il se passe des trucs autour de moi. Les noms de la tomate ont été modifiés parce qu'en fait, les scientifiques, au fil des années, ont changé leur façon de classifier les choses. Au début des années 1700, un botaniste du nom de Carl Linnaeus a classé les tomates dans le genre Solanum.
Il a pris cette décision sur la base des caractéristiques visibles de la plante. Au milieu des années 1700, un autre botaniste, Miller, qui n'était pas d'accord avec cette classification biologique, a plutôt classé les tomates dans le genre Lycopersicum, parce qu'il pensait que les tomates devaient appartenir à un genre différent que celui des espèces de Solanacées toxiques. Récemment, que de rebondissements, récemment, Dans l'histoire de la tomate. dans l'histoire de la tomate, les taxonomistes ont encore reclassé les tomates et l'ont replacé dans le genre Solanum. Et cette décision a été prise sur la base des infos découvertes sur les gènes de la tomate à l'aide de méthodes de recherche génétique. Donc aujourd'hui, la tomate est bien rangée. Mais qu'est-ce que ça veut dire Solanum lycopersicum? Et je te le demande, Loli. Écoutez, ça nous vient du grec ancien loukos, qui veut dire loup, et du latin persicum, qui veut dire pêche. Traduction, pêche de loup. Mais C'est trop pourquoi? mignon. C'est trop mignon. Est-ce que les loups le mangeaient? Par la forme, peut-être. Ah, mais moi, j'ai prévu de vous faire tout l'historique. Vous allez voyager avec moi à travers la tomate. Je vois ça. Alors, d'où vient la tomate? Il semblerait que ça vienne de la région des Andes, en Amérique du Sud, dans laquelle on trouve des pays comme Pérou, Bolivie, Chili, Équateur. Et les scientifiques pensent que les tomates ont d'abord été cultivées par les Aztèques et les Incas dès 700 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot tomate est une déformation du mot inca tomate, ou selon les sources de l'aztèque xitomate, qui voudrait dire chose dodue avec un nombril. Oh non, mais c'est adorable. Je serais contente de le ressortir en soirée, en tout cas. Tout sur la tomate. C'est génial. Donc elle nous est venue en Europe au XVIe siècle par les conquistadors espagnols et portugais qui reviennent du Nouveau Monde avec des bateaux pleins de pommes de terre, haricots, piments, poivrons, courges, maïs, fraises, cacao et tomates. Donc des choses qu'on n'avait pas nous en Europe. Et les premières tomates qui sont ramenées ne ressemblent pas à nos tomates actuelles. C'est une petite boule jaune que les Italiens appelleront dès 1544 pomidoro, qui veut dire pomme d'or. Pomodoro. Voilà. Les Italiens ont été les premiers Européens à cultiver et à consommer la tomate, qui a été rapidement introduite dans différents jardins botaniques européens. Puis, après, ça s'est disséminé sur le pourtour méditerranéen. Comme des petites graines. Exactement. Et la première mention officielle de la tomate, on la doit à l'herboriste italien Pierandrea Mattioli, qui classe notre tomate dans la famille des mandragores, la nommant Mala insana. En France, la première attestation de la tomate date de 1598, donc c'est assez récent quand même. Dans la traduction d'un ouvrage, tomate n'est entrée dans le dictionnaire de l'Académie française qu'en 1835, et le fruit s'est longtemps appelé pomme d'amour ou pomme d'or. En France, elle nous est arrivée par les Italiens qui l'avaient transmise aux Provençaux, mais, les Français n'osaient pas manger les tomates. Ah ouais? Ouais, ils l'utilisaient juste pour décorer les jardins. Oh, ils sont couillons. C'est si bon. Et c'est là où c'est rigolo. Alors, enfin rigolo. C'est pas la grosse marade non plus. Mais Non, mais on rigole, hein. Oui, Ah bah. oui. Depuis tout à l'heure, on trouve ça très fun. Et instructif. Et ça, c'est bien. sur la tomate. Et oui. Alors, pourquoi ils n'osaient pas les manger? Ils pensaient que la tomate était toxique, voire maléfique. Ah, le fruit du diable. Ah. Et voilà. Parce qu'elle est rouge. Mais comme l'arrivée de la patate. C'est notre délire, mais... Sérieux? Non, mais l'histoire de la patate, c'est pareil. En fait, quand ça a été importé en Europe, alors je sais pas dans les autres pays européens, mais en France, c'était interdit d'en manger pendant très longtemps. Ah, mais je savais Parce pas. que ouais. ça poussait dans la terre. Et donc, c'était forcément, c'était lié aux enfers et que... Ah ouais. ouais. Mais ça m'étonne presque pas, tu vois. Et tu Ok. parlais du rouge, c'est un peu ça aussi. En fait, donc d'une part, on l'a dit tout à l'heure, déjà, le fait que la tomate soit classée dans la même famille que la mandragore ou encore la belladone, qui est la plante des sorcières, Ah, d'accord. ça alimente à l'époque plein d'histoires occultes et mystérieuses. Mais Je reviens sur... Comment? Non, mais j'imagine, tu te fais ta salade de tomates et les gens arrivent sorcières. Eh ben oui, oui, parce que complètement. Il y a des gens qui avaient peur de manger de la tomate, de peur d'être accusés de sorcellerie. On va y venir, mais on est quand même à l'époque de la chasse aux sorcières. On est au 16e. Ah oui, je voyais la chasse aux sorcières plus avant, mais ok. Ça a commencé avant, mais en 16e, c'était pas fini.
Du coup, je reviens sur Mattioli, donc l'herboriste italien qui a appelé notre tomate Mala Insana. C'est quand même une appellation qui a vraiment impacté l'image de la tomate. Il pensait que, déjà Mala Insana, je sais pas ce que ça veut dire, mais déjà ça sonne pas gentil. Et il pensait que la pomme d'or était une belladone et donc aphrodisiaque. Et en fait, les mythes associés à la belladone et la mandragore, ça remonte à l'Ancien Testament, où on l'appelait d'un mot hébreu qui veut dire pomme d'amour. Et c'était fruit défendu un peu. D'accord. Et Mattioli, du coup, écrit dans ses bouquins que la tomate, c'est toxique et érotisant. Donc du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, elle ressemble beaucoup au fruit de la mandragore. Et en plus, à cette époque, au XVIe siècle, la rumeur est que la mandragore est une plante magique qui ne pousse qu'au pied des gibets, des gibets de potence, Oui. et qui naissait à partir du sperme des pendus. C'est vrai. J'ai pas essayé sur mes tomates pour voir si ça marche. Donc il faut rappeler quand même, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'à cette période-là de l'histoire, l'Europe est en pleine chasse aux sorcières, qui connaît son apogée dans les années 1560 jusqu'en 1620. Et lorsque la tomate débarque en Europe, les chasseurs de sorcières sont particulièrement intéressés par les supposées potions magiques et pommades qu'utilisent les sorcières pour activer leur pouvoir. Et surtout la pommade volante, qui était en fait l'onguent dont les sorcières supposément enduisaient leur balai pour voler ou pour se transformer en loup-garou et manger les petits-enfants. Le flying ointment, c'est assez connu. C'est assez connu. Moi, tous les matins au petit-déj. La composition de cette pommade magique, selon les sources, variait. Une personne qui est assez importante et assez intelligente, qui s'appelle Francis Bacon, qui a été chancelier d'Angleterre au XVIe siècle, qui était scientifique, philosophe, avocat conseil du roi d'Angleterre, donc quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Oui. Méfions-nous. Méfions-nous des Les académies. universitaires. Et qui déclare à l'époque que cet onguent magique est composé de graisse d'enfant que l'on aurait exhumée, de céleri, d'aconite, de fleurs de potentie et de farine. Les ouvrages d'ethnobotanique, à l'époque, listent d'autres ingrédients qui comprennent plutôt belladone, jusquiam, stramoine, mandragore, pruche, aconite. Bon, je vous passe la liste qui est longue. Mais en fait, ce qu'il faut repérer, c'est que dans les ingrédients qui ont été listés, la plupart contiennent de l'atropine et de la scopolamine. La scopolamine peut provoquer des effets psychotropes lorsqu'elle est absorbée par voie transdermique, c'est-à-dire à travers la peau. Donc en fait, ces plantes qui composeraient ce baume font partie de la famille des solanacées qui contiennent des alcanoïdes tropaniques et qui ont des effets psychoactifs et qui peuvent provoquer des hallucinations. Donc en fait, on se dit qu'en fait, ce baume, les personnes qui l'utilisaient, c'était surtout pour se prendre une grosse perche. Ce qui explique du coup tout le délire autour de ça. Voilà, les rituels un peu de possession. Donc du coup, par conséquent, les gens avaient peur de manger des tomates. D'une part, à cause de leur toxicité supposée, qui pouvait les tuer, ou les transformer en loup-garou, selon les versions, ou les faire voler, selon les versions. Mais aussi, comme tu disais tout à l'heure, ils avaient peur en fait de manger les tomates parce qu'ils avaient peur d'être accusés de sorcellerie. Ok. Je savais pas que c'était associé aux fruits défendus, la tomate. C'est intéressant, mine de rien, quand même. Oh, je passe un très bon moment. En 1597, John Gerard, un botaniste britannique, écrit dans son livre Herbal of Generic History of Plants que la tomate est toxique et qu'elle ne doit être consommée sous aucune forme, tout en sachant que les Français et les Italiens la mangeaient. Je vous parlais au début de cette chronique de la classification scientifique de la tomate qui a changé plusieurs fois, et c'est finalement en 1750 que les gens ont commencé à la voir sous un autre œil. En 1760, en France, le catalogue de la maison Andrieux-Vilmorin, donc c'était un grainetier de l'époque qui existe encore, Vilmorin, les graines, Oui. classe toujours la tomate comme une plante ornementale. Donc c'est toujours pas au potager, en 1760. Et les premières variétés potagères apparaissent dans l'édition de 1784. Et pendant la Révolution française, c'est le moment où la tomate va prendre son essor. En 1792, les fédérés de Marseille montent à Paris. Parce qu'ils ont pris la Bastille avec les tomates.
Meurs, sorcière. Donc les fédérés de Marseille montent à Paris. Après la prise des Tuileries, ils font la fiesta et ils réclament des tomates qu'on commençait déjà à trouver partout en Provence. Sauf qu'à Paris, il n'y en avait pas. On finit par leur en trouver hors de prix et ça devient une mode. Mais il faut se dire quand même qu'il a fallu 3 siècles pour que la tomate se répande dans notre assiette Incroyable. depuis son introduction. Mais au même moment, attention, même époque, États-Unis, on continue de penser que les tomates sont maléfiques. Ça ne me- Jusqu'en 1860, lorsque la guerre civile américaine a éclaté et ça a généralisé la consommation de tomates sous forme de conserves, etc., de sauces. Mais jusqu'à cette date-là, c'est maléfique les tomates. Et en 1850, il y avait un conférencier américain qui s'appelle Joe Lewis, qui était un médecin formé à Harvard, et il a passé des années à blâmer les tomates pour tout. Il disait que ça faisait saigner les gencives, que ça donnait des hémorroïdes, et il pensait que les pouvoirs médicinaux des tomates étaient si puissants que tu pouvais en faire une overdose. On est en 1850. Le mec, il fait la tournée de tes salles polyvalentes pour te dire qu'il ne faut pas manger de tomates. Et plusieurs histoires courent à cette époque aux États-Unis, comme par exemple, il n'était pas rare que les nobles ou les riches bourgeois qui mangeaient des tomates mouraient dans d'atroces souffrances. Il paraît qu'en fait, la cause de leur décès, c'était en réalité le plomb qui était contenu dans les assiettes qu'ils utilisaient. Ah non. Ah. Ah non. La tomate étant acide, elle dissolvait en fait le plomb qui se mélangeait Ah ouais. à son jus au point d'être c'est toxique. Ah, c'est trop con. C'est Ah trop non, mais- bête. Et comme les gens, ils mangeaient d'autres choses dans ces assiettes, des patates, j'imagine, du coup, mais que ça dissolvait pas, ben, ils ne se sont pas dit le problème c'est l'assiette, ils se sont dit le problème c'est la tomate. Il paraît aussi qu'un colonel a épaté la galerie dans le New Jersey avec sa courageuse capacité à manger un panier de tomates entier sans mourir. Et il y a même une histoire inventée comme quoi le chef cuisinier de George Washington aurait essayé de l'empoisonner avec des tomates. Alors tout ce que je vous raconte là, j'ai vu plein de sources différentes qui dataient de plein de dates différentes. Merci Internet, merci les bouquins. Mais il paraîtrait que ce seraient des légendes urbaines qui auraient été débunkées dans un livre publié dans les années 2000 par un certain Johan R. Callahan. Et je Tu suis nous as très raconté dubitative. n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, en fait, c'est pas n'importe quoi. Moi, c'est j'étais à fond. Je me sens flouée, là. En fait, cette personne, il y a une personne qui a écrit un bouquin pour débunker tout ça en 2000, mais moi j'ai fait des recherches sur ce bouquin, sur cette personne, elle sort de nulle part. Ah oui. On dirait un peu un genre de livre Amazon avec un nom d'emprunt, tu vois, genre en auto-édition. Non, franchement, je continue à croire à ces théories, D'accord. s'il vous plaît. Et donc, c'est qu'après la guerre de sécession, que la tomate a trouvé sa place aux États-Unis, avec notamment, je vous le disais tout à l'heure, donc les sauces tomates en boîte et les pizzas. Alors, on a fait le tour ensemble de l'histoire de la tomate. Maintenant, c'est le petit trivia fun fact. Oui. Les petits fun facts sur la tomate, c'est que la tomate fait partie de ce qu'on appelle les mots sans frontières. Sa prononciation et la façon dont on l'écrit sont presque les mêmes dans beaucoup de langues différentes. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en anglais, c'est tomato. En allemand, c'est tomate, avec un accent allemand, j'imagine. En espagnol aussi, en français et en portugais. C'est tomata en roumain, tomate en danois, norvégien, suédois, estonien, tomate en néerlandais. C'est juste dommage en italien, c'est pomodoro pour le coup. Alors, t'as les deux. Ah ouais. Ah non, t'as que pomodoro, t'as raison. Elle se débunk en direct. En plus, j'allais dire, c'est un beau lien, tu vois, qui relie toute l'humanité, mais non pas les Italiens, finalement. Ça, j'ai confondu avec les Russes. Parce qu'en fait, en russe, tu peux dire tomate ou pomidor. Ah ok. Ah, qui est ok. pomidoro. Et en polonais, c'est pomidor aussi. Et alors, par contre, en hongrois, c'est paradiskom. Je ne sais pas. C'est sur l'ancien nom latin. Peut-être. Deuxième fun fact, donc botaniquement, la tomate est un fruit. Hein, voilà, que ce soit dit. Mais, en 1893, la Cour suprême des États-Unis a eu à statuer sur la question de savoir si la tomate devait être considérée comme un fruit ou un légume par rapport à la loi douanière et des taxes qui imposait des droits sur les importations de légumes, mais pas des fruits. Donc, il a été reconnu qu'en botanique, la tomate est un fruit d'une plante grimpante,
mais elle est considérée comme un légume aux yeux de la loi parce qu'elle est habituellement consommée dans un plat principal et non pas un dessert. Et du coup, dans la foulée, la Cour suprême en a profité pour clarifier tous ces petits légumes masqués aux yeux de la loi, petits légumes rebelles, à savoir les haricots, qui étaient considérés jusqu'alors comme des graines, ou les concombres et les courges. Et tant que je suis à vous parler des États-Unis, je pense que c'est une surprise pour personne, triste nouvelle. Il faut savoir que la sauce tomate des pizzas est considérée comme un légume par les parlementaires américains qui, poussés par les géants des aliments surgelés, ont validé ça pour que les pizzas ne se retrouvent pas bannies des menus des cantines scolaires. Tu me dis qu'en fait, le fait que cette question légumes ou fruits, c'est une question pécuniaire. Oui. Pour éviter les droits douaniers. Oui. Ok. Et finalement, il y a des droits douaniers payés dessus, parce que aux yeux de la loi, c'est un légume. La plus petite tomate du monde est cultivée en Israël et elle mesure moins d'1 centimètre. Adorable. Petite. Et la plus grosse tomate inscrite au Guinness Book, pardon. Au Guinness Bouffe. Au Guinness Book. Est détenue par un Américain en 2020. Elle a une circonférence de 84 cm et pèse environ 5 kg. 84 cm. Ouais. C'est une belle citrouille. Ah ouais, elle est belle. C'est une demi-Loli ou une demi-Juliette. Un autre fait qui pourrait vous intéresser, c'est que la tomate, c'est la première plante génétiquement modifiée autorisée à la mise en culture et commercialisée aux États-Unis de façon éphémère dans les années 90. Donc, premier OGM qu'on a eu le droit de manger légalement. La marque de tomates Flavor Savor ou McGregor est une plante génétiquement modifiée dont on a réussi à diminuer l'expression du gène responsable de dégradation. C'est-à-dire que les tomates se gâtent moins vite. Un peu comme les momies dont je vous ai parlé le mois dernier. Elles ont un défaut de gène. Il existe aussi d'autres variétés transgéniques autorisées aux États-Unis, notamment la tomate BT, qui est une tomate résistante aux papillons. Aujourd'hui, bon nombre de tomates vendues en grande surface possèdent le gène RIN, qui vient du terme Ripening Inhibitor. C'est un gène de longue conservation. Donc beaucoup de tomates qu'on trouve en supermarché sont des tomates génétiquement modifiées en fait. On a envoyé des graines de tomates dans l'espace. Ah ouais? Alors ça c'est trop rigolo. Il y a 600 000 graines de tomates qui ont été envoyées sur la Station spatiale internationale, puis envoyées à des écoles à travers tout le Canada pour faire des tests sur l'influence de l'espace sur les graines et le développement des plantes. Et c'est un projet qui s'appelle Tomatosphère et qui dure depuis 20 ans. C'est trop bien. J'adore. 20 ans. Waouh. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus sur la tomate? En 2018, sa production mondiale comptait environ 182 millions de tonnes, alors qu'en 1960, c'était juste 29 millions de tonnes. La Chine est le plus grand producteur de tomates. Elle compte environ un quart de la production mondiale. Et après, c'est les USA et l'Inde. Pour vous quitter sereinement, je vais vous raconter une petite histoire de la tomate. La légende de la pomme d'amour. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, une partie de la team des Mystères Mystérieux est sur Toulouse. Et pas très loin de chez nous, il y a la ville de Marmande, qui est très connue pour ses tomates, la marmandaise, et ses événements autour de la tomate. Je sais pas où tu vas. J'ai pas pu vraiment trouver de sources sûres sur le pourquoi du comment Marmande, c'est la ville de la tomate. Et j'avais déjà beaucoup de choses à vous raconter, ça fait un moment que je vous parle de tomates, donc j'ai pas non plus voulu creuser plus longtemps que ça. Je me suis arrêtée au site officiel de la tomate de Marmande, où accrochez-vous, j'ai appris notamment qu'il existe la confrérie des chevaliers de la pomme d'amour de Marmande, depuis les années 90. Est-ce qu'ils ont des chapeaux en forme de tomate? Je sais pas. Et j'ai trouvé une petite histoire, un petit conte que voilà, je vais vous raconter. Il était une fois, à Marmande, Ferline, une charmante jeune fille d'un riche bourgeois, qui ne trouvait aucun homme à son goût, malgré tous les prétendants. Et pourtant, Péraud, jeune homme d'un milieu modeste, mourrait d'amour pour elle, mais il n'osait pas lui avouer parce qu'il était trop pauvre pour prétendre à son amour. Rempli de chagrin, il décide de quitter Marmande. Il va jusqu'à Bordeaux et il décide de partir, s'embarquer sur un bateau qui part pour l'Amérique. Malgré sa vie pleine d'aventures et qu'il aimait beaucoup, il était toujours grave in love de Ferline. Lorsqu'il est revenu de son voyage, il avait ramené des graines de tomates qu'il a plantées dans un coin ensoleillé
de son jardin. Et lorsque les tomates étaient mûres, il en cueillait quelques-unes. Il les déposait dans une petite corbeille d'osier qu'il posait sur le rebord de la fenêtre de sa prétendue amoureuse Ferline. C'est mignon. Voilà. C'est adorable. Mais oui. Au bout de quelques jours, elle surprit au moment où il déposait son présent et elle lui dit « Dis-moi, ami, comment s'appelle donc ce délicieux fruit que tu m'apportes chaque jour ?» Et il lui dit « Lorsque j'étais aux Amériques, les Indiens l'appelaient tomate, mais moi je l'appelais Ferline en souvenir de toi, tant elle est belle. » Oh. Eh bien, lui dit-elle, se jetant dans ses bras, dès à présent nous l'appellerons pomme d'amour. Ah, c'est beau. On est sur du romantisme et de la poésie. Ah, c'est bon. On se doutait On va pas. changer le nom du podcast. Hein. Romantisme et poésie. Romantisme et poésie, mais gang souterrain, Sandra. Cette transition. Alors, mon mot-clé était gang souterrain. Je vais commencer avec une petite introduction. Ah, Voilà. Alors, il faut faire une musique ou pas? On peut chanter. une musique. Alors, une musique mystérieuse, s'il vous plaît. Alors, en août 2004 à Paris, la police découvre une salle de cinéma souterraine de 400 mètres carrés sous le palais de Chaillot, située à 2 pas du Trocadéro. Merci Lolie. Merci Juliette. Le lieu est raccordé à l'électricité, il y a des toilettes et une salle à manger pour se détendre, et un innocent couscoussier qui fut pris un temps pour une bombe par les policiers à la découverte de l'endroit. Attends, on est en quelle année? En 2004. Ah, mais c'est récent. Oui, à Paris. J'ai trouvé une histoire française. Attention. Bravo. Alors, lorsque la police revint quelques jours plus tard pour une inspection approfondie, ils trouvèrent l'endroit vidé, à l'exception d'un message. Ne cherchez pas. En fait, ce que la police a découvert ce jour-là, c'est un des nombreux endroits utilisés par un ensemble de groupes clandestins parisiens appelés Urban Experiment. Ils opèrent depuis une trentaine d'années dans le détail souterrain de Paris. Leur but, utiliser, améliorer et restaurer les espaces cachés et abandonnés de l'espace urbain. Ils organisent des événements non lucratifs et toujours inscrits dans une démarche artistique. Mais c'est dans les catacombes, du coup? Dans les catacombes, en fait, tout le système, les tunnels de métro, les réseaux électriques, les petits tunnels par-ci par-là, ils utilisent vraiment tout le circuit souterrain de Paris. Ok. Au début, c'était un groupe de 6 collégiens qui s'amusaient à explorer les lieux cachés dans Paris. Puis leur coup de maître a quand même été de s'infiltrer dans un ministère où ils ont réussi à mettre la main sur les plans des souterrains de Paris. Ils ont fait une copie et ils sont partis avec ça. À partir de là, ils ont pu lancer une grande, vaste opération de reconnaissance et ils se sont petit à petit structurés et ont fait entrer dans l'organisation des profils diversifiés. En 30 ans d'activité, le groupe revendique la restauration d'une quinzaine de lieux vieux de centaines d'années dans Paris. Grâce à leur reconnaissance méticuleuse des tunnels, les catacombes et réseaux électriques, comme je te disais, ils ont pu opérer dans une totale clandestinité, en vrai, jusqu'à la découverte en 2004 du cinéma. Avant ça, la police et les autorités ne connaissaient pas l'existence de ce groupe. Mais personne n'avait balancé, en fait. Ils faisaient pas d'événements? S'ils faisaient des petits événements, en fait, par exemple, ils ont organisé un festival illégal appelé Session Commoda dans les lieux de la cinémathèque pendant plusieurs semaines. Et ils refaisaient ça chaque année. En fait, le soir, ils s'introduisaient dans la cinémathèque, ils s'installaient, ils faisaient le mini-bar, la nourriture, et ils projetaient Trop bien. dans les lieux de la cinémathèque. Ah Ils ouais. se sont jamais fait prendre. Non, mais trop bien. Non, mais j'ai trop envie de faire ça. Mais oui, Mais ça a c'est l'air trop bien. super. Faut se faire inviter, par contre. Non, mais j'ai envie de le faire. À Toulouse. C'est ça. En fait, ils ont toujours fait... Pourquoi ils ne se sont pas fait prendre? Parce que déjà, ils ont une connaissance parfaite de tous les lieux souterrains de Paris. Et ils font attention. Généralement, ils améliorent les lieux où ils sont passés. Soit ils laissent pas de traces, soit ils font des petits travaux, ils améliorent. À la cinémathèque, ils ont dû se dire génial, ils ont rempli le mini-bar. On prévient pas les flics. Super. Donc voilà. La plupart des faits connus de Urban Experiment ont été donnés en fait par un de ses plus anciens membres qui est représentant non officiel qui s'appelle Lazar Kunzmann. Mais même ça, c'est un pseudonyme, c'est pas son vrai nom. L'organisation en fait est composée d'une centaine de membres et divisée en de nombreuses sections qui ont chacune une différente spécialité. Il en existe 2 sections qui sont très connues.
D'abord, il y a la mexicaine de perforation. Des perforations, plutôt. C'est la... Qu'est-ce que c'est ? C'est la section chargée de la programmation culturelle. C'est notamment elle qui a été en charge du fameux festival dont je vous parlais à la Cinémathèque. Et en fait, ce festival, c'est celui qui s'est fait surprendre aussi par la police en 2004. C'était introduit dans la Cinémathèque. Ils avaient construit un cinéma dessous aussi. Ok, D'épouse. trop bien. Et ce cinéma, d'ailleurs, construit par la Mexicaine des Perforations, s'appelait les Arènes de Chaillot, parce que la Cinémathèque, à l'époque, était dans le palais de Chaillot. C'est à partir de ce moment-là, quand ils ont fait, la police a surpris en 2004 le cinéma, qu'ils se sont fait connaître du grand public. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'articles où des journalistes, en fait, ont suivi le groupe dans les semaines qui ont suivi la découverte du cinéma. Ils ont fait des petits... Alors, j'ai lu certains articles où ils ont romantisé à fond. Ouais. Genre, c'était incroyable d'être dans une cave, quoi. Ah ouais, ils étaient là en mode on s'est rencontrés, il était tard le soir, on a bu des bières, et puis d'un coup, quelqu'un a dit allez, c'est parti. Et puis, c'est vraiment les chats fous dans la nuit, quoi. Il y a eu aussi des articles à l'international, et c'est d'ailleurs en fait par un média anglais que j'ai connu cette histoire. La deuxième section connue du grand public de Urban Experiment s'appelle Under Gunter. C'est l'équipe chargée de la restauration des lieux oubliés par l'État. Souvent trop peu connus pour que des sommes soient engagées afin qu'ils soient réparés ou conservés. Alors leur exploit le plus connu est la restauration de l'horloge du Panthéon en 2005. Mais c'est vrai ça, ils font ça avec quel argent ? C'est une bonne question. Non, ils se s'autofinancent. Mais là, par exemple, la restauration de l'horloge, ils en ont mis quand même 4 000 € dedans. Et de leur poche. Ah ouais. C'est... Ils ont des mécènes. Ils sont très opaques sur... C'est Batman. C'est Batman. Il y a une centaine de membres. Est-ce qu'ils s'autofinancent comme ça ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce qu'il, par exemple, il y a des participations sur les festivals qu'ils organisent ? Parce qu'ils organisent aussi des spectacles de théâtre et des expositions artistiques. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'ils se financent aussi ? Je ne sais pas. Du coup, le Panthéon, en fait, c'était déjà connu du groupe, car ils y avaient déjà organisé des projections de cinéma, des expositions, du coup, des pièces de théâtre. Et il y a d'ailleurs, en fait, un film réalisé par Kunstmann, qui montre les coulisses de la restauration de l'horloge. Et un truc, je sais pas comment ils ont fait, parce que en fait, ils montrent comment ils se sont introduits dans le Panthéon. Et les gars, ils posent leur petit fauteuil en plein milieu du Panthéon, un petit projo, un petit écran, et ils se font leur petite session cinéma en plein milieu du Panthéon. Mais il n'y a pas des caméras de surveillance ? Mais ouais, ça me semble fou. Mais moi aussi, je me dis, il n'y a pas des gardes, des caméras de surveillance. Oh là là, ça donne tellement d'idées. Après, le film, du coup, date de 2006. Mais même en 2006, il devait y avoir des caméras et de la surveillance. Bah oui. Ils expliquent d'ailleurs, en fait, pour la réparation de l'horloge, un des membres fondateurs de Urban Experiment, Jean-Baptiste Viau, est horloger professionnel. Il a pris la tête, du coup, d'un groupe de 7 personnes. Ont décidé de réparer l'horloge parce qu'elle était à l'arrêt, en fait, depuis plusieurs années. Mais l'état était tellement détérioré que s'ils n'intervenaient pas immédiatement, elle devenait irréparable. Ils ont installé un atelier sous le dôme du Panthéon, dans un endroit où ils savaient que personne ne venait. Et quand même, ça a duré quasiment 1 an. Et en fait, l'atelier était tout confort. Il y avait 8 fauteuils, une table, des bibliothèques, un mini-bar encore, et de grands draps pour se protéger des températures extérieures. La nuit, en fait, ils grimpaient les petits escaliers avec tout le matos, et ils ont tout monté comme ça, sans se faire remarquer. Ils sont même allés jusqu'à installer un petit jardin potager sur la terrasse extérieure pour se mettre bien. Et personne n'a rien vu. C'est bizarre quand même. Ça doit être chiant pour faire pipi cependant. Oui. En fait, d'après Kunstmann, la sécurité au Panthéon était risible. Ils passaient par la porte d'entrée sans que ça n'inquiète personne. Ils sont quand même équipés de faux badges de sécurité, mais qui d'après eux étaient inutiles. C'était juste pour être tranquille. Ah oui, ils se faisaient passer pour des gens de la sécurité, et du coup ils pouvaient aller et venir tranquille. Mais d'après eux, c'était une précaution qui n'était pas vraiment nécessaire. Ah ouais. En décortiquant l'horloge, ils se sont aperçus que, en fait, elle avait été trafiquée. Ils ont supposé que c'était par un employé qui avait la flemme de remonter l'horloge toutes les semaines. Trop bien. Trop bien. Voilà. À la fin de l'été 2006, ils ont réussi à réparer l'horloge et ils ont décidé d'informer le Panthéon de leur opération parce que l'horloge, du coup, avait besoin d'être remontée toutes les semaines. Et en fait, quand le directeur Bernard Jeannot a appris ça, il était horrifié. Apparemment, il aurait murmuré « Je crois que j'ai besoin de m'asseoir ».
Le centre des monuments, en fait, a très très mal pris le fait qu'ils se soient introduits sur les lieux sans que personne n'ait jamais remarqué. Normal, puis en plus, ils sont passés pour des cons, quoi. Oui, aussi. Le Centre des Monuments Nationaux ont poursuivi Urban Experiment en justice, allant jusqu'à réclamer 50 000 € de dommages et 1 an d'emprisonnement. Ils ont même demandé à un horloger de remettre l'horloge dans l'état d'origine. Mais c'est débile. C'est complètement débile. L'horloger C'est de la fierté, ça. Ah oui, c'était Ouais. juste parce qu'ils étaient piqués au vif. L'horloger à qui ils ont demandé, en fait, il a dit non, non, non. Il a juste pris une petite pièce qui, du coup, l'horloge ne fonctionnait plus, mais il a refusé de la remettre dans son état d'origine. Quand ils ont vu ça, Urban Experiment, ils ont repris le mécanisme principal, ils ont fait ciao. Ah, genre, ils y sont quand même Ils retournés. y sont retournés. Mais quoi, les gars, ils ont toujours pas gardé le truc depuis? Ils y sont retournés, ils ont repris le mécanisme principal de l'horloge. Ils ont dit on va attendre qu'il y ait une meilleure direction parce que voilà. La plainte fut rejetée en 2018 quand même parce que c'est pas dans le code pénal que c'est illégal de réparer des horloges. Bah, par contre, ils ont peut-être dû quand même payer pour s'être introduits dans un lieu qui est pas le lien. Qui est pas Ils le ont leur. été tous relaxés. En 2018, le Centre des Monuments Nationaux a quand même décidé de remettre l'horloge en service et a même fait appel à Jean-Baptiste Viau pour réparer l'horloge. Mais alors lui, il a Hmm. tout perdu parce qu'ils sont tous super anonymes et tout, mais lui, on sait qui c'est. Alors, c'est un des rares qui utilise son vrai nom. Et en fait, Lazare Kunzmann, il a aussi publié un livre qui retrace les 25 premières années de l'organisation. Ah, et lui, on ne dit pas qu'il a fait ça pour attirer l'attention. Contrairement aux deux jeunes filles qui ont vu des fantômes. C'est vrai. Oui, et puis il ressort, je sais qu'il a fait une conférence aussi à un moment donné sur l'héritage urbain. Des choses comme ça. C'est la seule personne publique. Après, ouais, ils ont vraiment, de ce que j'ai pu trouver, les seules choses connues, c'est quand ils se sont fait surprendre. Ils ont pas. Mais ils se sont pas fait surprendre, du coup, le cinéma en dessous où il y avait la Non, couscoussière. c'est une C'était dénonciation d'un. Il y a différentes versions. Il y a une version où c'était un membre où il y a eu un problème, ou une autre version où c'était l'ANA d'un membre, une ex-copine qui a dénoncé. D'accord. Ah. Mais Et pourquoi c'était- Pourquoi Il y avait sais eu un pas. conflit. Enfin, tout ce que je sais, c'est il y avait eu une bisbille. Mais du coup, c'était une dénonciation interne. Et sachez que l'organisation est toujours en activité. Oui, j'allais te poser la question. Alors, il se passe toujours des choses? D'après Kunzmann, ils sont toujours en activité. Ils travaillent encore sur des projets. Mais c'est pas On n'est pas assez cool pour savoir. difficile de savoir ce que c'est les projets Ouais, actuels. Cool kids. Tu côtoies pas le bon milieu, Loli. Mais Ouais, c'est ça. c'est aussi ça je comprends qu'ils fonctionnent par invitation, mais la manière dont c'est décrit, dans les interviews, ils expliquaient qu'ils n'acceptent pas ceux qui n'ont pas été déflorés des expéditions souterraines. Il faut déjà que tu aies fait des expéditions souterraines, sinon, non. C'est Ah oui, vraiment... parce qu'ils veulent pas avoir Ah la oui. responsabilité de gens. Ah non, c'est surtout parce qu'ils veulent pas des gens qui sont en mode « Waouh, on est dans les souterrains » et tout ça. Ils parlent vraiment de dépucelage. Et puis, il faut être invité. T'imagines leur soirée, faut surtout pas s'amuser. T'es là au minibar avec ton verre. Et t'es là, ouais, pas mal. Sympa. Ah ouais, la Demain, on prog, va au là. Panthéon. Voilà. Ouais. Bon, un dimanche normal, quoi. Donc, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais je serais curieuse de voir les coulisses de tout ça. Ils ont un site officiel. Il y a un Facebook obscur, mais c'est pas du tout... Il y a un MySpace. Il y a un Skyblog ou pas? Ouais, un Skyblog, ce que j'avais été aussi. Ouais, c'est rigolo parce que quand tu navigues un peu, du coup, ils mettent des liens des articles de 2004, mais souvent ça marchait pas, ou les photos avaient disparu. Enfin, c'est des liens qui ont 20 ans maintenant. Mhm. Mystère. Ouais. Ben, merci beaucoup, Sandra. Ouais, merci. C'était très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce truc en France. Et, Ouais, et- moi non plus. Si j'avais vu un peu une histoire similaire où un groupe d'artistes s'était installé dans un supermarché, Mhm. enfin un mall, enfin une galerie marchande, pardon, je vais y arriver, qui avait tout un espace inoccupé en fait, justement un peu pour dénoncer le fait qu'il y ait des espaces qui ne soient pas occupés comme ça. Mhm. Et ils passaient par une porte de service et ils avaient, je me demande si c'était pas mis l'électricité et tout, console de jeu et tout. Et ils ont fini par être chopés par un garde, je crois. Ok. Je sais plus dans quel pays c'est, vrai que je retrouve ça. Ça a pas l'air... En fait, vraiment, quand j'ai fait la recherche sur Urban Experiment, je me dis que ça a pas l'air si compliqué que ça de se brancher à l'électricité, de s'installer un minibar quelque part, et puis... et puis ciao. C'est quoi ton but dans la vie? Installer des mini-bars partout.
Moi, madame, j'installe la convivialité partout où je passe. C'est beau. C'est beau. Ce sera le mot de la fin. Eh ben, c'était les mystères mystérieux. On se retrouve dans un mois. Et pour oui. 3 nouveaux mystères. On vous fait des bisous et à bientôt. Plein de poutous. Bye. Bye.